Jeunes, ils ont connu la guerre et se sont battus pour la paix. Marseillais de sang ou d'adoption, ils ont participé à la libération de leur ville et à sa reconstruction. 50 ans plus tard, ils se souviennent de ces années qui resteront à jamais gravées dans leur mémoire. « 1944, la Deuxième Guerre mondiale aborde un tournant décisif. Les armées allemandes essuient revers sur revers. En juin, les forces alliées débarquent avec succès en Normandie et le 15 août en Provence, à Bormes, les Mimosas. Désormais, rien ne pourra arrêter leur progression. À Marseille, occupée par les Allemands depuis novembre 1942, les habitants ont durant toute la guerre participé massivement au sabotage, au combat, à la résistance sous toutes ses formes. Il en est de même pour sa libération. Sous l'impulsion des FTP, des FFI et des forces patriotiques, grève, barricades, combats de rue, les Marseillais se battent, les Marseillais se libèrent. Quand le 23 août 1944, les forces alliées entrent dans Marseille, ils découvrent une ville qui est déjà aux mains de ses habitants. Marseille prépare le défilé de la libération. Les soldats de Montabert défilent sur le quai du port. Le bilan de la guerre reste particulièrement lourd pour Marseille. Ce n'est plus qu'une succession de ruines. Le 27 mai 1944, un bombardement aérien américain a frappé aveuglément la ville, embrasée par une grève insurrectionnelle. 200 avions ont déversé 800 bombes et fait plus de 4000 victimes. Puis ce sont les Allemands qui ont mis à exécution leur plan de destruction du port. 9 km de quais détruits, des blocs de béton abattus dans les bassins, 250 000 mètres carrés de hangars effondrés, 67 navires coulés. Pour Marseille, c'est l'heure de la reconstruction. Un travail gigantesque commence. Première priorité, assurer le fonctionnement des rouages économiques. Sous l'impulsion de l'Union départementale CGT dirigée par Lucien Molyneux, Jean-Christophe Foll, député des Bouches-du-Rhône, est élu président du comité régional de libération. Au lendemain des combats glorieux de la libération, notre tâche à tous, Marseillais et Marseillaises, est de travailler de toutes nos forces pour que notre pays puisse reprendre dans le monde la place qui lui revient. Entre le 10 septembre et le 5 octobre 1944, 15 entreprises employant 15 000 salariés sont réquisitionnées. La prise en main par les salariés de leur propre entreprise permet à l'économie de redémarrer. Activités portuaires, construction et réparation navale, matériel ferroviaire ou électricité. Mais Marseille doit aussi retrouver une liberté communale perdue depuis 1939. Le 20 février 1946, une loi redonne aux Marseillais le droit d'élire leurs conseillers municipaux et leurs maires. Le 22 décembre, Jean-Christophe Foll devient le nouveau maire de Marseille. Dès son élection, il appelle les habitants à un effort collectif pour reconstruire la ville. C'est la création des équipes de choc, composées d'habitants bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour redonner à la cité phocéenne son vrai visage. On se met à refaire les rues, à goudronner les cours d'école, à construire des ponts. En un temps record, grâce à l'élan collectif de tout un peuple, Marseille renaît et retrouve enfin son identité. Ces hommes et ces femmes sont animés par la confiance qu'ils témoignent à leur municipalité, par l'amour de leur ville et de leur patrie. Tous les espoirs sont permis lorsqu'on fait confiance au peuple. Les Marseillais peuvent regarder l'avenir avec sérénité. Vive Marseille! René et Pierre ont vécu les années de la libération à la régie intéressée du gaz de Marseille. Ils ont dû eux aussi se mobiliser pour relancer une ville sinistrée. C'est l'époque où on a appelé, il fallait retrousser les manches. Et où tout le monde a mis le meilleur de soi-même. Il nous est arrivé souvent
les samedis après-midi et le dimanche matin, d'aller travailler ce qu'on appelait en équipe de choc, c'est-à-dire bénévolement, pour pouvoir réparer et fournir des compteurs aux abonnés qui n'avaient plus de compteurs à gaz. La mise en route des installations, par l'effort des salariés, a permis de donner plus en plus de moyens de chauffage et d'éclairage aux gens, parce qu'il y avait des coupures de gaz et d'électricité dans la journée. De nos jours, on parle de la solidarité, mais à cette époque-là, on la vivait, la solidarité. C'était autre chose, c'était pas des mots, c'était des réalités. Les gens étaient solidaires, c'était tous les salariés, les gens qui crevaient la faim un peu en quelque sorte, les salaires de misère, et il y avait davantage de solidarité qu'aujourd'hui. De décembre 1944 à mai 1945, quand on a signé la fin des hostilités, quelques mois se sont passés, mais les choses n'allaient pas vite. Et alors on se bagarrait sans cesse. Et on faisait grève, et on faisait des manifs dans les rues. On était toujours... C'était vraiment de l'effervescence. Voilà pourquoi, après toute cette effervescence, ça a préparé l'année 1947. Parce qu'on aurait voulu que le programme national de la résistance, ce programme établi par le Conseil national de la résistance, soit mis en place. Pour faire revivre cette année 1947, l'association Mémoire Vivante des 15e et 16e arrondissements de Marseille a organisé en octobre 1997 dans le quartier de l'Estac une rencontre entre témoins de l'époque et historiens. Dans le cadre chaleureux du cinéma de l'Alhambra, ces journées de la mémoire ont débuté par la présentation au public d'une exposition de photos et de documents intitulée « Si 1947 m'était compté », en présence de nombreuses personnalités de la région. Nombreux ont été les amis à évoquer la nécessité de poursuivre un peu le travail qu'on avait commencé avec la résistance pour faire vivre ce devoir de mémoire, et notamment le faire vivre au travers de l'année 1947, dont nous sommes au 50e anniversaire. Marseille se trouvait donc dans ce pays en partie ruiné, en partie démoli, à amorcer la mise en œuvre d'un espoir qui était né avec le programme du Conseil national de la résistance. Et on peut se rendre compte que dans cette période 44-47, un certain nombre de réalisations extrêmement importantes ont vu le jour. Je pense à la sécurité sociale. On est aussi au moment où est mis en place le vote des femmes, et où on est aussi avec toute une série d'autres conquêtes importantes, comme par exemple les comités d'entreprise. 1947 a été une année, je dirais une année majeure, une année phare, une année tournant, non seulement pour notre pays, c'est l'année de la cassure du gouvernement issu de la résistance, malgré un certain nombre d'actes très importants. Je pense par exemple au statut des dockers, qui pour les dockers de Marseille et les dockers de France a été un événement très important, mais également une année essentielle pour Marseille, c'est l'année de la municipalité Christofol, et pour nos quartiers, car l'activité de la municipalité Christofol, Pascal le dira mieux que moi, a suscité un vaste élan populaire qui s'est notamment marqué dans les quartiers nord de Marseille. Lorsque Pascal Posado nous a donc sollicité, nous avons adhéré à ce projet et nous avons travaillé pour que notre collectivité, c'est-à-dire le Conseil général, soit partenaire en tant qu'institution et partie prenante de cette initiative. Beaucoup d'aspects ont été donc abordés par les intervenants précédents. Je voudrais simplement insister sur un des aspects qui nous a particulièrement motivés. La question de revenir sur des événements importants qui ont marqué l'histoire de notre ville et qui ont eu une dimension nationale, car ce qui s'est passé à Marseille en 1947 a marqué aussi la vie de notre pays. C'est pour nous, nous semble-t-il, faire revivre ou travailler la question identitaire de ces quartiers. Nous sommes dans des quartiers qui ont été construits par des hommes et des femmes qui se sont sans cesse battus pour vivre mieux dans ces quartiers, qui se sont battus dans les entreprises, qui se sont battus pour faire évoluer tout ce qui touchait au progrès social,
qui se sont battus pour construire et reconstruire ce que la guerre avait dévasté. Et ça nous semble important, notamment pour les générations d'aujourd'hui, car indéniablement, la crise a frappé durement. Elle a été relayée, y compris sur des aspects idéologiques, sur l'idée que pour s'en sortir, on s'en sort mieux seul. Qu'au fond, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent, qu'importe le moyen, qu'importe la méthode, quitte à marcher sur son voisin. Ce n'est pas comme ça que l'on va construire l'avenir. Et ce retour aux sources est un appel, je pense, à la génération d'aujourd'hui, pour montrer que même dans les situations de difficulté, même dans un pays ravagé, et donc sous une certaine forme de crise, ensemble, en se rassemblant, il est possible de construire les choses. Ces journées de la mémoire se sont poursuivies par la projection du film mythique Voilà Marseille et par la tenue de différentes tables rondes entre témoins de l'époque et historiens. 1947, ça a été une grande année de lutte syndicale, bien sûr, mais en même temps, ça a été une grande lutte, une grande année de développement et d'école syndicale. Il y avait cette richesse de vouloir savoir, de vouloir amener le plus possible de connaissances, nous pour nous et pour les transmettre. Quand j'ai été élu secrétaire de l'union départementale, à une réunion, le camarade Molino me donnant la parole, je commence à dire comment nous allions travailler en commission féminine. Le camarade Isoard, secrétaire du syndicat, que Dieu ait son âme et le diable son corps, il m'a dit tranquillement: tu as fini de raconter tes conneries? Et j'aime autant vous dire que ça vous fait un drôle d'effet. Voyez? Bon. Mais ça fait rien. On s'est accroché. Et je dois rendre hommage à nos camarades des hospitaliers, qui étaient sensationnels, à nos camarades d'EDF, avec la camarade Roudy. Et du reste, nous avions des syndicats qui étaient dirigés par des femmes. L'habillement, le textile, les cuirs et peaux. Mais c'était sensationnel. Elles étaient valables, elles étaient responsables, et ça a été une année riche. Et nous ne le disons pas avec nostalgie, parce qu'il faut être réaliste, et dire que la période était ce qu'elle était, que nous avions un mouvement syndical intense, avec des luttes importantes, et c'est vrai que ce que disait Pascal tout à l'heure, les gars, ils faisaient la queue pour venir se syndiquer. Bon, ben, ma foi, essayons de faire en sorte qu'on fasse encore la queue, hein. Lino Secaldi. Des équipes de choc, mais à la Cabucelle, on y a participé également aux équipes de choc. Enfin, je me souviens qu'on a parlé du boulevard de la Méditerranée. Le boulevard, c'était un grand boulevard à l'époque, qu'il a fallu re-empirer. Eh bien, on y a participé, les gens de la Cabucelle, et nous étions très très nombreux, comme on a participé également au goudronnage de l'école de Denis Papin, de l'école du boulevard Viala, de la place Odo. On a également repeint toutes les classes de ces écoles. Et voilà un peu comment je revois cette période de 47 avec tout cet enthousiasme de la jeunesse. Merci. 1947 a connu la guerre froide et le développement de l'anticommunisme. 1947, exclusion des ministres communistes du gouvernement. Septembre 1947, exclusion des élus communistes à la direction du Conseil général. Octobre 1947, Gaston Defferre facilite l'élection du maire RPF Carlini contre Christophe. Mai 1947, déclaration du président des États-Unis, chasser les communistes du gouvernement. Dans l'incitation d'Yveline Brun, on prépare la scission syndicale. Pourtant, malgré toutes les pressions, toutes les difficultés que nous crée le gouvernement et leurs associés, avec la CGT, nous obtenions des grèves victorieuses et notre place dans les acquis sociaux.
Mais en même temps, il nous fallait faire face aux réquisitions d'entreprises et à la répression et les réquisitions des travailleurs en grève. Nous avons connu 2 grèves insurrectionnelles. Une en mai 1944 pour le pain, torpillé par le bombardement meurtrier américain. L'autre, celle d'août 1944, qui a permis la libération de Marseille. En conclusion, chers amis, par n'importe quel côté qu'on le prenne, 1947 s'inscrit dans la tradition des travailleurs de Marseille. C'est pourquoi la mémoire sur ces journées est un devoir pour nous. Merci aux historiens et aux acteurs d'aider l'association Mémoire Vivante des 15e et 16e arrondissements. Merci. En écoutant les témoignages, les réflexions, le film, en voyant le film, on se dit que l'année 47, comme cela a été dit, était particulièrement riche. Que, vu d'aujourd'hui, pour ceux, là même qui l'ont vécu, c'est une année qui est très complexe à comprendre, à restituer, à expliquer aux jeunes générations. Mais alors, si l'on considère les personnes qui n'ont pas connu cette époque, quand il s'agit de la restituer dans son histoire, on comprendra qu'il est peut-être nécessaire de dresser le contexte. L'année 47, c'est une année où, je pense, une partie du monde du travail, et notamment ceux qui se reconnaissaient dans l'action et la lutte qu'avaient menée les communistes et la CGT à la libération et dans la reconstruction, se sentent floués. Ils se sentent floués, et pour une part, la vigueur de la protestation sociale, la vigueur de la grève à la fin de l'année 1947 n'est pas compréhensible si l'on n'a pas cela en tête. Une des originalités de votre région, mais là c'est peut-être à discuter, c'est sans doute la puissance d'un côté du mouvement ouvrier et son isolement de l'autre a fait qu'il a cherché, il a trouvé des formes originales pour consolider ses forces sans avoir l'appui municipal, sans avoir d'appui véritablement dans les institutions départementales et notamment les mutuelles ou les bases syndicales d'autre part ont servi de point d'appui dans cette configuration particulière. Et je crois qu'il faut noter, mais là peut-être des historiens préciseront cela, que c'est le 15 mars 1944 que le programme du CNR est adopté et qu'il utilise pour la première fois le terme sécurité sociale. À Marseille, Lucien Molineau, qui devient à la Libération, dont il est un des acteurs très concrets sur la ville, le secrétaire de l'Union des syndicats CGT, ne perd pas de vue sa mutuelle ouvrière et je dirais la mutualité, quoi. Et donc, Lucien Molineau va confier donc à Gabrielli, qui va être le premier responsable de l'Union départementale de la mutuelle CGT, parce qu'elle va porter son nom, avant de se transformer en mutuelle de travailleurs, le soin de son développement. Je crois il y avait dans cette culture marseillaise et dans la lucidité des militants qui en étaient issus, déjà avant la guerre, une vision que, en fait, la mutualité et la sécurité sociale n'étaient pas des systèmes antagonistes, mais que la mutualité, et la preuve est faite maintenant, pouvait envisager son développement et non sa disparition dans l'arrivée d'un grand système de protection sociale généralisé à tous les Français, ce qui a été le cas en 1945. La syndicalisation, vraisemblablement, n'a pas été de même ampleur partout en France, d'après les dernières études que l'on peut avoir. Et en revanche, à Marseille, elle dépasse, d'après ce que je sais, ça peut toujours être remis en cause, mais elle dépasse la vague de syndicalisation du Front populaire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Paris, etc. Donc, il y a là une série de spécificités. De la même manière, l'ampleur des grèves, qui, d'après ce que j'ai pu en voir, sont très massives dans la région et avec véritablement un contrôle syndical très très important, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Paris. La collaboration entre historiens et témoins est très importante, parce que les historiens travaillent sur des sources très diverses, sur les archives, sur des rapports de police, des rapports de préfet, sur la presse. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est tout l'aspect subjectif, la manière dont ces événements ont été vécus. Et je crois que là, il y a un apport absolument décisif de la part des témoins, même si, ainsi que l'a rappelé Serge, on peut parfois apparaître un peu comme des pisse-froids. Sur les quartiers nord qui nous intéressent, était implanté à l'époque, en fait, l'essentiel de l'outil de production qui alimentait Marseille en énergie. D'une part, la centrale électrique à flamme de dite usine de Capinède,
qui alimentait une grande part de Marseille en énergie électrique, et l'usine à gaz d'Arin. L'usine à gaz, contrairement à l'électricité, n'était pas réquisitionnée, puisque c'était une régie municipale, et donc il y avait une société qui travaillait pour cette régie. Les responsables de cette société avaient aussi collaboré. Et là, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de documents du comité d'épuration dans nos archives, des dénonciations de militants syndicalistes, etc., pour les faire embastiller, sont nombreuses, dont la direction avait collaboré, dont ils furent écartés. Et là aussi, avec l'accord de la municipalité, bien que ça ne fût pas toujours facile d'après les lectures, les gaziers aussi demandent que soit mis à leur tête un cadre résistant, qui était M. Jacques, et comme à l'EM, avec un comité consultatif qui était composé de représentants du personnel, et s'installe aussi du même type un peu que l'EM, une gestion ouvrière. M. Blum, qui était l'administrateur provisoire, nommé à la Libération par le commissaire de la République Aubrac, sur proposition d'ailleurs du syndicat unique CGT de l'électricité de Marseille de l'époque, et qui, par un arrêté du 20 septembre 1944, avait arrêté un arrêté portant réquisition de l'électricité de Marseille. EM, entreprise réquisitionnée, ou l'usine à gaz, se sont inscrits dans la trajectoire progressiste, qui sont dans la ligne en fait du dossier que conduit Marcel Paul, alors ministre de la Production industrielle, pour plaider la nationalisation du statut du personnel. Il faut dire que la nationalisation, certes, puise son inspiration dans le programme du Conseil national de la résistance. Mais nous ne devons pas oublier que les travailleurs du gaz et de l'électricité ont été très désireux très tôt d'appartenir à un service public de la nation. Il faudra quand même attendre le 8 avril 1946 pour la loi de nationalisation et le 22 juin pour la sortie des décrets du statut national. Je ne vous raconterai pas ici toute cette période qui fut fort difficile, parce que ça n'a pas été acquis comme cela, malgré le ministre communiste de la production industrielle. Je pense qu'il y a spécificité dans le sens où Marseille a amplifié, je dirais, a joué sur un autre registre musical, mais il a amplifié des mouvements généraux. Oui. Et en particulier, je vois cela à deux niveaux. D'une part, au niveau de l'importance du fait syndical. C'est vrai que la syndicalisation est très forte dans la région, mais le repli est aussi très fort. On parle de l'année 47, on fait novembre-octobre 47, le repli commence dans les entreprises dès fin 46, début 47. Il y a spécificité aussi au niveau de ce que j'appelle la violence. On n'a pas parlé, la violence du mouvement ouvrier. Cette violence, où faut-il aller la chercher? Je crois qu'il faut aller la chercher peut-être au niveau de la mise en place de ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme, mais il faut peut-être aller la chercher, je dirais, en réponse à une violence patronale extrêmement forte. Et on ne comprend pas 47, comme on ne comprend pas la réquisition, si on n'a pas en tête 1938. Et je crois que là, il y a une revanche locale par rapport à ce qui s'est passé dans les entreprises, je parle, par rapport à la période précédente. Oui, ce sont des souvenirs qui rappellent profondément cette solidarité et fraternité interprofessionnelle qui personnellement m'a marqué, comme l'ensemble de mes camarades. Elle nous a donné, pendant les événements de novembre-décembre 1947, un plus d'enthousiasme et un plus d'ardeur. Nous avions gagné à travers tous ces événements, heureux ou malheureux, une certaine maturité syndicale et politique qui sera démontrée au cours de nombreuses décennies pour les conquêtes de nombreux droits sociaux. Ce que nous avons voulu faire au travers de notre initiative, ce n'est pas une initiative d'anciens combattants en direction d'autres anciens combattants, mais c'est ce travail de réflexion pour éclairer le présent, comme on vient de le dire avec la phrase de Duby. C'est aussi un peu ce qui conclut notre exposition modestement, avec l'idée 50 ans après et l'actualité des enseignements qu'on peut tirer de cette période. René n'a pas oublié ces journées de novembre 1947 qui ont suivi l'élection du nouveau maire gaulliste. En tant que délégué syndical, il a vite compris que pour lui, de nouvelles luttes commençaient. Dès que cette municipalité est mise en place, elle augmente le prix du carnet de bus qui passe de 35 à 50 francs.
Alors là, ça a été une grande colère. Les syndicats ont demandé de boycotter les tramways, c'est-à-dire de ne pas payer. L'Union départementale des syndicats avait lancé un appel à une manifestation devant la mairie le 10 novembre, au soir. Et là, Lucien Molino a pris la parole et il y a une délégation qui avait demandé à être reçue par le maire pour leur demander de surseoir à cette augmentation. Et le maire n'a pas voulu. Les forces de police ont arrêté 5 personnes. On a appris qu'ils avaient été gardés et qu'ils devaient passer au tribunal le 12. Le 12 matin, je me souviens, lorsque je suis arrivé à l'entreprise, les collègues qui étaient délégués comme moi me disent voilà, René, il se passe une chose, c'est que les gars, ils sont en ébullition, ils voudraient descendre au palais de justice. Alors j'ai dit, ben, c'est pas difficile, on fait une assemblée générale et on décide, on prend une décision. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans le courant de la matinée, lorsque ça s'est su ce qui se passait au palais de justice, il y a des entreprises qui ont débrayé, comme les dockers aussi sont venus. Ils sont venus au palais de justice vers les 2 heures et là, ils ont même mis le drapeau du syndicat à la hampe du palais de justice. L'après-midi, le tribunal a siégé et ils ont été condamnés à 10 jours avec sursis. Bon, alors là, tout le monde s'est calmé et juste au moment où on commençait à se disloquer, on apprend qu'à la mairie, les nervis, les gangsters, toute l'équipe du quartier de l'Opéra, eh bien, ils étaient rentrés, ils avaient assisté à la réunion du conseil municipal et ils avaient frappé les élus communistes. Alors, surtout nous les jeunes, on est descendus en courant, on est rentrés au palais de justice et là il y a eu bagarre contre ces gens. Après Christoffel s'est mis au balcon, a demandé de rétablir le calme. Des jeunes sont partis dans le quartier de l'Opéra pour essayer de se venger. Et bien, ils sont allés dans ce quartier et puis là ils ont cassé dans des boîtes de nuit, ils n'ont pas volé d'argent comme on avait l'air de faire croire. Mais ce qu'il y a, il y a des gangsters là, qui ont tiré et puis il y a un jeune Vincent Moulin qui a été tué. Mon frère, comme toute la jeunesse et des anciens aussi, ont participé aux événements, aux grèves de novembre-décembre 1947. Donc le 7, on avait fait un barrage à l'entrée de l'Estac. Quand j'ai vu ces 2 phares arriver de Cullman, j'ai dit attention, il y a les flics. Je les vois descendre. Et là, je me suis planqué complètement derrière Platane. Et j'ai entendu les coups de feu. Il y a eu Tocafone qui a été blessé et mon frère. Son frère qui a été tué. Vincent Moulin qui a été tué. Froidement, ils ont été assassinés. Tout ça parce que nous voulions la liberté de vivre dignement, de nous exprimer. Et si on a fait ces mémoires vivantes, on ne l'a pas fait que pour nous, pour dire ce sont nos souvenirs, loin de là. On veut d'abord laisser ces traces-là, qui sont, à mon avis, importantes, et surtout pour que les jeunes aient une joie de vivre. 1947 a été également une année décisive pour les dockers de Marseille, qui ont réussi à obtenir un statut digne de leur métier. Mémoire vivante a voulu rappeler ces acquis sociaux importants en se joignant à l'inauguration d'une plaque commémorant le 50e anniversaire de la naissance de cette loi. La loi de 1947 est née de ces différentes racines. Les 3 points fondamentaux se retrouvaient dans la loi de 1947, reprenant l'immatriculation des dockers dans les BCMO, la priorité d'embauche des ouvriers dockers dans le domaine public maritime, et surtout la création de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui ouvrait le droit à une indemnité de garantie les jours chômés. Une solidarité entre ports par une cotisation nationale et patronale sur la base des salaires versés. Notre profession a payé un lourd tribut au développement de notre port. Malheureusement, dans son sang et dans sa chair, dû à la pénibilité de notre travail, au changement quotidien de chantier, à la notion de rendement et de productivité, peut être inscrit quelque part dans nos gènes. Célébrer à la fois une loi à l'aube du XXIe siècle et la démonstration que
que les choses, que les choix doivent continuer à se faire ensemble dans un but de développement économique, d'investissement portuaire et de progrès social, sans oublier tout ce que nos anciens ont donné pour faire le port d'aujourd'hui. Je crois que Mémoire vivante nous a permis de voir que le mouvement de 47 allait beaucoup plus loin que le simple statut de docker. Et a permis de voir que le statut de docker s'inscrivait dans un mouvement social qui sort de la libération et qui a eu comme point, je dirais, crucial 47 et 46, notamment avec la reconnaissance d'un nombre important de statuts et de nationalisation. L'apport de Mémoire vivante, c'est que de nombreux anciens qui ont vécu le port sans être docker, en tant que syndicalistes, en tant que mutualistes, ont permis d'avoir une réflexion et de mieux comprendre ce qui s'était passé en interne par rapport au port. D'une manière générale, nous soutenons toutes les initiatives du type de celle de Mémoire vivante qui permettent, notamment à la jeunesse d'aujourd'hui, de ressaisir même le sens de leur histoire commune. Nous le faisons dans notre travail avec les écoles, nous le faisons en soutenant la vie associative, nous le faisons en soutenant une initiative du type de celle d'aujourd'hui qui permet de ressaisir l'histoire et de mieux comprendre quelle est la réalité profonde de ces quartiers. Nous avons d'abord été invités par Mémoire vivante pour y exposer un peu quelle était la particularité des garanties collectives des électriciens et gaziers et notamment de ce qui avait permis d'obtenir le statut des personnels en 1946. Donc tout naturellement, nous avons pensé qu'il était intéressant d'échanger nos opinions sur cette période qui, lorsqu'on la regarde, est quand même riche d'enseignements, bien sûr, sur le passé, mais aussi sur le présent. Marseille a été d'ailleurs en pointe sur beaucoup de questions. Même les électriciens et gaziers, notamment les gaziers marseillais, ont considéré, lorsque le statut a été adopté, qu'en fait, ça changeait peu pour eux, puisque l'idée essentielle de Marcel Paul était d'harmoniser vers le haut, dans le cadre du statut national, toutes les garanties collectives obtenues par les électriciens et gaziers de France et de Navarre. Donc c'est sûr que pour les Marseillais, c'était déjà le top niveau, si ce n'est quand même que ça a étayé et conforté leurs garanties collectives au niveau de l'ensemble du pays. Ces journées Mémoire vivante ont eu le mérite de démontrer toute la complexité d'une période d'après-guerre, riche en contrastes et en événements importants. Elles auront aussi permis de s'interroger sur la manière de transmettre cette mémoire aux générations futures, afin que les jeunes d'aujourd'hui puissent mieux appréhender l'avenir.